réalité, ma famille pour liberté dans un pays qui dit comme ça, c'est un pays de loi. La force qui soit, disons, le pays qui créait, donc a dit comme ça, les droits fondamentaux de l'être humain, il y a parlé de toutes ces baïchales, le pays des droits, soi-disant. La parole, faut c'est le pays des droits, parce que c'est un pays qui a foulé du pied la liberté des plus petits. La Martinique est maintenue telle une colonie à qui on veut imposer la loi du roi Emmanuel Macron. Parce qu'il ne gouverne pas en tant que président, il gouverne en tant que roi. Et il a estimé que nous sommes ses sujets et que nous devons nous soit éduqués sur ce qu'il a décidé. Moi, en tant que citoyenne martiniquaise, en tant que travailleur, je refuse. Je refuse qu'on puisse comme ça violer ma liberté d'aller, de venir, d'entreprendre, qu'on puisse violer ma liberté de respirer, donc d'être en interaction avec cette nature qui me fait du bien. Donc, je respire. Merci. 5h12, le journal des Outre-mer. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Aux Antilles, l'enquête sur le chlordécone est désormais terminée et on se dirige vers un non-lieu. Cette éventualité, Mathilde, scandalise toutes celles et ceux qui avaient porté l'affaire en justice il y a de cela plus de 15 ans. Moi, je faisais mon travail, je faisais juste mon travail. Mais on a volé ma santé depuis à l'âge de 44 ans. Et jusqu'à maintenant, je souffre. Je travaillais dans les champs de bananes. Et je mettais de l'engrais et aussi le poison qui s'appelait chlordécone. Il y avait la santé, je travaillais. Mais maintenant, je ne peux plus faire. C'est ma fille qui est là avec moi. Elle est là avec moi. Je souffre à la suite de ça. Ablation de l'utérus, phlébite, embolie pulmonaire, thyroïde et tumeur au cerveau. Les médecins m'ont fait des analyses et ils m'ont dit que tout cela est dû au chlordécone. On ne savait pas que c'était dangereux pour nous. On ne nous a rien dit. Alors on a continué à mettre. Les gens ont vraiment le sentiment d'être des laissés pour compte. Et donc il y a une demande de justice, de réparation qui est très forte. Je m'adresse en tant que malade. Voici bien des années, j'ai des problèmes de santé et qu'on n'arrivait pas à mettre dessus un nom, qu'on me disait que c'est une maladie immune. Une maladie immune. J'ai fait faire des analyses donc par un grand laboratoire de Fort-de-France qui a envoyé en France et qui m'a confirmé, alors que je n'ai jamais travaillé ni dans les bananes ni dans quoi que ce soit du même genre, que j'ai du chlordécone à un certain taux. Et je voudrais savoir comment faire pour que la sécurité sociale au moins essaie de nous aider, nous les malades qui n'avons rien fait pour cela. Et quelle aide puis-je attendre? J'ai vu qu'il y a maintenant en Martinique un cabinet d'avocats qui nous dit que ils sont là pour aider les Martiniquais. Est-ce que le groupe qui nous représente, nous autres petits malheureux qui n'avons rien, est-ce que ce groupe pourrait se faire représenter par des avocats comme ils font en Amérique pour que nous ayons des soins valables? Voilà. Actuellement, on ne raccorde comme pathologie au chlordécone que le cancer de la prostate. Et on parle tout le temps de cancer de la prostate et d'études faites sur le cancer de la prostate. Alors que ce produit, qui est un perturbateur endocrinien puissant, qui peut s'allier ensuite à d'autres toxiques qui vivent et que l'on produit dans notre environnement ou qui viennent d'ailleurs dans notre consommation alimentaire quotidienne, eh bien, ce produit peut être à l'origine, comme tout perturbateur endocrinien, de conséquences sur l'ensemble du système des hormones de notre corps. Or, le système des hormones de notre corps régit toute une série d'organes. Bien sûr, ça interpelle la fertilité déjà, dans un premier temps, et on s'est rendu compte que en Martinique, depuis une vingtaine d'années, une dizaine d'années par exemple, l'endométriose, c'est une maladie qui est devenue hyper grave, qui est avec des cas beaucoup plus catastrophiques que ce que l'on peut voir en Europe ou ailleurs.
Le chlordécone va-t-il à nouveau enflammer les Antilles? Ce pesticide, utilisé pendant 20 ans dans les bananeraies de Guadeloupe et Martinique, a contaminé les sols pour plusieurs siècles. Les eaux, les rivières, mais surtout les habitants. Dans une tribune, associations de victimes, scientifiques, avocats, s'élèvent contre l'intention du tribunal de Paris de prononcer un non-lieu. Les infractions seraient prescrites. La question de la prescription prend son appui sur quoi? Sur les délais de commencement de, mais sur la fin de. Est-ce qu'il s'interroge? On n'a aucune question sur ça. Et nous disons que précisément, nous ne savons pas la fin de cet empoisonnement sur le peuple martiniquais. Les Antillais présentent un taux d'incidence du cancer de la prostate parmi les plus élevés au monde. Interdit aux États-Unis dans les années 70, puis en métropole en 1990, le chlordécone a été utilisé par dérogation en Guadeloupe et Martinique jusqu'en 1993. La première plainte a été déposée en 2006. Le temps qu'il a fallu pour instruire l'affaire, c'est le temps nécessaire pour que les prescriptions se mettent en place. Donc c'est inadmissible, c'est du mépris colonial, c'est l'État, les procureurs, l'État qui n'a pas voulu que l'on s'en prenne aux siens, que l'on s'en prenne aux grands planteurs d'ici, et donc qui a organisé l'impunité. C'est pas un secret, ce n'est un secret pour personne que c'est Ayotte qui a racheté au nom de la société Lagarigue le brevet qui lui a permis de continuer à produire ce poison alors que tous les États du monde l'avaient déjà banni définitivement. Et alors qu'on leur avait autorisé, leur avait donné l'autorisation par dérogation d'écouler leur stock, ils ont encore réapprovisionné leur stock, de sorte qu'on constate qu'il y en a un d'entre eux, le même, qui a importé 1560 tonnes. On a trouvé 1560 tonnes en 1994 de produits interdits. Alors qu'on était dans une phase d'écoulement de stock, à ce stade, il en trouvait. Si bien que les enquêteurs disent que ça ne peut pas avoir été là depuis 90, ça ne peut résulter que de dépassement, de violation de la dérogation. Donc pour aujourd'hui, le juge a ces informations-là. Le juge sait que ces sociétés pour importer ont utilisé des noms de sociétés déjà liquidées, au nom de fausses sociétés, des fausses factures ont été dressées, et qu'on a interrogé ces personnes, elles se renvoient la balle. Aujourd'hui, il y a de quoi mettre en examen ceux qui, avant l'interdiction, ont autorisé à utiliser un produit dont on connaissait la nocivité et la rémanence multiséculaire. Il y a de quoi poursuivre aussi ceux qui, au-delà de la dérogation, ont continué à importer alors qu'il ne leur était permis que d'écouler leur stock. Mais c'est un crime. C'est un crime. Aujourd'hui, moi je dis que c'est criminel dès lors que, en sachant que le produit fait des dégâts, en sachant que c'est dans le sol pour longtemps, en eu égard aux connaissances acquises en Virginie et à Oprel, celui qui commande 1560 tonnes a délibérément choisi de faire passer le fric avant la santé. Le professeur Blanchet en mesure les effets. L'impact sanitaire du chlordécone, c'est beaucoup de cancers de la prostate, 2 fois plus que dans n'importe quelle autre région de France. Et sur 500 nouveaux cas de cancer par an en Guadeloupe, 10% qui pourraient être expliqués par le taux de chlordécone élevé dans le sang. Je l'ai dit parce que c'était fait, c'est l'État qui a fait ça. Frédéric Bulin fait partie des victimes du chlordécone. Oui, j'ai eu le cancer de la prostate. Mais il est l'un des rares survivants. Vous avez perdu beaucoup d'amis? Tous mes amis. Ses amis et collègues, avec qui il travaillait, non pas dans une bananerie, mais au service vétérinaire de Guadeloupe. Le pesticide était aussi utilisé pour lutter contre les tiques. Le chlordécone, on le mettait ici? On mettait dans ça, le produit de... On mettait 1 litre dans 600 litres d'eau, on peut verrer les animaux avec. Il était alors employé par le Conseil général. Il me signalait régulièrement les irrégularités de ce produit,
Mais il n'a rien fait. Ça fait 14 ans que ça traîne devant le tribunal, puis aujourd'hui on nous dit que c'est des faits sont prescrits, ces faits sont prescrits. Les parties civiles ont attendu 14 ans avant d'être auditionnés par les juges qui évoquaient déjà les limites procédurales du dossier. D'abord, la prescription des faits, puis l'obstacle à la manifestation de la vérité avec la disparition de nombreuses archives. Depuis, une partie des documents disparus a refait surface. Des procès-verbaux des douanes et des constats d'infraction qui auraient pu permettre d'interrompre la prescription. Car à l'époque des faits, l'administration de substances nuisibles pouvait être poursuivie durant 10 ans. De 1993, fin officielle de l'utilisation de la chlordécone à 2003. La plainte a donc été déposée 3 ans trop tard selon la justice. On constate qu'il y a des actes qui viennent interrompre ce délai de 10 ans. On découvre qu'il y a eu stockage de chlordécone en Martinique en 2005 et en Guadeloupe dans des hangars à bananes en 2006. Utilisation de produits interdits. Le volet judiciaire de la chlordécone semble sur le point de s'achever, alors que 90% de la population est contaminée en Martinique et en Guadeloupe. Une décision du tribunal qui pourrait mettre le feu aux poudres Antilles. Alors, depuis 1974, si en Guadeloupe, qui en Martinique, ni des grèves qui menaient avec des grèves et des tueries avec des camarades en Martinique, Ilmani et Marie-Louise, qui ont tué depuis un hélicoptère parce que les revendications qu'ils posaient, c'était de prendre en compte les maladies professionnelles, ça qui n'a pas été fait. Donc, nous voyons que M. Macron passé en Martinique en février 2018, il dit pas ni pas lien qui est établi entre chlordécone et cancer de la prostate. Et il y a plus loin. Il dit que s'il faut indemniser tout le monde, c'est impossible, même budgétairement, ça qui est irresponsable. Et nous voyons que 2 ans et un mois après, avec Covid là, il y a eu de 500 milliards d'euros à terre pour les gros patrons. Mais ça nous a dit, c'est que, pour une fois, en commission supérieure des maladies, où la patron et salarié qui à l'unanimité, ça a bien dit à l'unanimité, quoi décision là, ça, décret là qu'a fait attendre, mais nous a dit insuffisant. Parce que c'est pas uniquement quand c'est la prostate qui a chlordécone qui a déclenché, ni d'autres cancers, ni un paquet de médium qui a déclenché. Et en ce sens-là, ça, nous a dit qu'il faut nous appuyer les combats. Combats qui a fait jeudi là, à Corona, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, c'est ça qui fait prendre une décision là, ça. Et nous a dit qu'il faut amplifier les combats. Mais c'est important que nous amplifions les combats là, et les combats qui menent depuis 74. Donc, 74, pour nous arriver au résultat 2021, il faut qu'on satisfait nous. Mais nous avons dit qu'il faut que nous aillions plus loin. Il n'y a un crime de masse qui fait, ça, deuxième là, premier là, donc c'est chlordécone, deuxième là, jour là, c'est pandémie là. Parce qu'il faut savoir que pour pandémie là, au 20 septembre, par rapport à l'année passée, c'est 828 personnes qui morts. Au 20 septembre 2021, par rapport à l'année passée, par rapport à la France, 821 personnes en plus qui morts. C'est 2 crimes de masse. Et donc les 2 liés, si pas ni mobilisation là, ça que nous avons fait. Jour là, pas ni reconnaissance là, ça. J'en lié l'autre. Et donc, nous continuer. Guadeloupe, Martinique, même combat. La Guyane, même combat. Et nous avons dit tout le monde de renforcer les mouvements, renforcer les piquets de bœuf. Si les gens qui entrent la jolle, c'est les plantés dans les politiques, pas les travailleurs qui ont gommé là. Et nous avons dit la CGTG, nous sommes solidaires de tous les combats qui menent. Et c'est le prix à payer pour nous faire cause en nous avancer. Alors moi je boycotte parce que j'en ai assez en fait de vivre dans ce schéma esclavagiste là. On essaie de nous faire croire qu'il y a eu un certain progrès alors qu'en 2020 les choses sont toujours telles qu'il y a 400-500 ans. Et on a assez de subir les injustices, les inégalités en fait de ce système, on en a assez. Et là encore on se rajoute en plus de tout ce qui s'était déjà fait, l'empoisonnement, et on ne peut pas laisser ça se faire sans réagir dans le pays. Donc non au système colonialiste, non à l'empoisonnement des béquets, non aux inégalités faites par les béquets, non à tout ça. Notre objectif c'est vraiment de choquer la population parce qu'il faut absolument qu'on bouleverse notre façon de consommer parce qu'on est en train en fait d'alimenter financièrement des gens qui veulent nous voir morts. Et ça n'a pas de sens. Il faut vraiment, il y a possibilité en fait de faire autrement. Il faut vraiment en fait, c'est une question d'éducation. On a mal été éduqués, on a été éduqués en fait à donner de l'argent à des gens qui veulent notre mort. En fait. Donc ça doit s'arrêter. Et le Martinique a un vrai problème de surconsommation et c'est pour ça qu'on vise justement les grandes surfaces et les supermarchés. Le groupe GBH est impliqué dans la contamination des sols au chlordécone. Le groupe GBH criminel. Ce sont des criminels en fait et aujourd'hui on en a marre de rester là, d'attendre. On attend en fait des réponses, on attend des réparations, on attend que justice soit faite et
on est fatigué d'attendre en fait, donc on passe à l'action et pour passer à l'action, on a choisi de boycotter, de toucher à l'économie du groupe GBH. Mon contre tout crime colonial, on grandit en île qui soumettent à un crime colonial qui a perduré. On a boycotté parce que les magasins, c'est général là qui a commandé l'armée coloniale qui a servi en île Mayan. On a boycotté pour l'égalité parce que c'est profiteurs même qui profitent du crime colonial en temps, c'est eux qui profitent du crime là toujours. Donc on a décidé comment on a boycotté parce que moi que ça a changé, moi que c'est Casta détruit en fait, moi les détruit en pire. Moi les participer à ça, il faut que ces gens arrêtent couillon un monde, il faut qu'ils arrêtent poisonner peuple là, il faut qu'ils arrêtent, C'est facile de dire que c'est pas la bonne méthode, c'est pas la bonne façon de faire, mais il n'y a pas de façon, il n'y a pas de méthode, ça n'existe pas une méthode. S'il y avait un mode d'emploi, une procédure, on l'aurait su, on l'aurait déjà appliqué en fait, ça n'existe pas. Donc il faut faire. Si les gens ne sont pas d'accord avec nos manières de faire, qu'ils fassent en fait. On est d'accord sur quelque chose, c'est qu'il faut agir. Si vous n'êtes pas la façon dont on agit, agissez de notre façon, mais agissez. On a déjà fait pas mal aussi. Moi à mon niveau, moi j'ai fait plainte, moi j'ai fait mâche. Moi j'ai fait toute qualité modèle bagaille et ça n'a jamais abouti à quoi que ce soit. Donc maintenant que ceux qui ont des choses à proposer, qui proposent, qui passent à l'action, maintenant nous c'est ce qu'on a choisi de faire et on constate qu'il y a, ça crée le débat en fait, dans vos familles, avec vos amis, vous allez parler du chlordécone maintenant, vous allez parler de ce sujet-là et c'est très bien, il y aura des cancans, tant pis. En tout cas vous savez ce que tout le monde pense en fait à ce niveau-là et sur ce sujet-là. On fait toute qualité bagaille, nous a fait plainte collective, on est chlordécone là, nous a fait plainte collective, nous a fait un lot bagaille et nous a fait marche, nous a fait atelier de réflexion et moi sans militante, nous avons toujours milité, puis d'autres associations écologistes, moi juste fait politique. Mais moi ouais que ça pas qu'à nous pas arriver nous bloquer. Là nous qu'à suivre la procédure normale, nous bloquer. Donc nous obliger passer par la désobéissance civile et sans pas qu'il existait un concept qui existait depuis non, c'est à nous de prendre en main et puis de changer la donne. Alors et puis donc nous commençons par des petits moyens, on fait pas les petits moyens classiques, les procédures classiques, tout ça qui porte plainte, tout ça qui fait des ateliers de réflexion, comme on dit, ça fait des marches, fait des bagailles, fait des grèves, fait des bagailles, et nous le chaos ça n'a pas qu'à marcher. Donc là, nous passons à l'autre niveau. Lorsque l'on lutte contre un système, le boycott est une arme fondamentale. Ce n'est pas une finalité en soi, mais c'est une arme fondamentale et qui montre déjà qu'il y a un éveil des consciences d'une partie des gens. Et quand tu boycottes, évidemment, les tenants du capitalisme ne peuvent pas être heureux, ne peuvent pas être happy, ne peuvent pas être joyeux, ne peuvent pas être sereins, parce que évidemment c'est quelque chose qui touche à leur portefeuille d'une façon ou d'une autre. Donc c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose d'honorable, et je tiens à féliciter toute l'équipe, tous les frères et toutes les sœurs, quel que soit leur âge, quelle que soit leur classe sociale, quelles que soient les organisations auxquelles ils appartiennent. Je suis très fier, très touché humainement du travail qui est effectué. La suite des arrestations des 8 militants suite au blocage du centre commercial Océanis au Robert samedi dernier. Depuis ce matin, plusieurs d'entre eux étaient entendus par le procureur de la République. Devant le tribunal, un comité de soutien pacifique et silencieux s'était formé. Et puis, il y a quelques instants, Charlie Moussard et plusieurs militants ont finalement été libérés. On retrouve Dominique Legros et Marc-François Calmeau. Vous avez entendu les chants, hein, c'est un chant de victoire que les militants qui soutiennent Charlie Moussard et les autres prévenus sont en train de chanter actuellement au tribunal. Nous sommes avec Maître Germani, vous avez compris, hein, Charlie Moussard est sorti, il vient de sortir à l'instant. Donc, alors qu'est-ce que le juge a décidé? Parce que c'est pas fini. Alors, le juge n'a pas encore jugé l'affaire puisque c'est le tribunal réuni avec 3 magistrats qui vont statuer le 13 janvier. D'ici le 13 janvier, l'ensemble des personnes qui étaient présentes au centre commercial ont reçu une convocation
certains ont été remis en liberté simplement, d'autres placés sous contrôle judiciaire. Et cette discrimination ne s'explique pas tellement, sauf que l'interdiction, moi, qui me paraît la plus choquante, c'est l'interdiction de manifester. Alors, ils sont, pour certains, interdits de manifester, pas pour d'autres. Mais une chose est sûre, c'est qu'à l'heure où nous parlons, j'entends qu'un centre commercial est bloqué. Je préviens le procureur et puis le béquet, c'est pas mon client. Mais par contre, il y a 300 000 personnes qui sont contaminées au chlordécone. Il va bien falloir apporter d'autres réponses que la réponse répressive, que la réponse policière ou gendarmesque. Il va falloir s'asseoir autour d'une table et commencer à entendre la colère du peuple. Très bien, merci beaucoup. Merci, vous l'avez entendu, c'est le 13 janvier ou pas, qu'une décision sera prise quant à ce qu'au juge aura décidé pour les 8 personnes, les 8 militants qui ont été en garde à vue pendant 24 heures. Les autorités ont-elles en toute connaissance de cause laissé la population consommer de l'eau chlordéconée pendant près de 10 ans ? C'est la question que l'on peut se poser après l'audition d'Éric Godard mercredi à la commission parlementaire. L'ancien délégué interministériel du plan chlordécone a révélé la pollution des eaux de rivière à son arrivée à l'ARS ex-DAS en 1999. Mais avant cette date, voici ce que les autorités sanitaires disaient à la population. Environ 500 analyses qui sont faites sur la physico-chimie, y compris tous les produits toxiques que l'on peut citer, y compris les pesticides, y compris les métaux lourds. Tout ça, c'est fait régulièrement. On a trace de ces alors, on n'a pas de traces que ce soit de produits toxiques, de métaux lourds ou de pesticides. L'explication donnée, c'est que les laboratoires n'avaient pas détecté la molécule. On ne la trouvait pas parce qu'on ne la savait pas dangereuse et on ne la cherchait pas. Les autorités auraient donc fait une erreur en toute bonne foi. Seulement, devant la commission, Éric Godard a révélé avoir appris récemment un fait plutôt troublant. Un autre événement qui m'a beaucoup perturbé, et que je vous livre, pardonnez-moi, c'est un témoignage qui m'a été transmis par Luc Multinier, du directeur du laboratoire de l'école de la santé, René Seux. René Seux avait dit à Luc Multinier, lors de l'inauguration de son laboratoire, qu'il avait détecté la chlordécone dans son laboratoire en 1991, qu'il avait fait des analyses pour la DAS à l'époque, qu'il avait détecté la chlordécone, qu'il avait signalé, et qu'on lui aurait répondu, que l'autorité sanitaire lui aurait répondu qu'il fallait rechercher la liste des molécules demandées. Nous n'avons pu joindre le responsable du laboratoire, mais le professeur Multinier a confirmé ses propos. L'alerte aurait donc été donnée dès 1991. Éric Godard a également cité d'autres éléments, comme un rapport de l'UNESCO sur la pollution de la rivière Grand Carbet en Guadeloupe. Les autorités ferment les yeux, c'est également le scénario que dénonçait en 1996 l'association Appel. Monsieur, est-ce que vous dites que ça a commencé depuis 1999, les analyses? Je dis que l'ARS, non, je vous suis. L'ARS, je connais l'installation de l'ARS, très bien. En 1999. Ce qui veut dire qu'en 1999, les analyses que vous faites à ce moment, vous saviez qu'il y avait le chlordécone dans l'eau. Quand en 1999, il y a des analyses qui ont été faites et qui ont montré l'importance de la contamination par la chlordécone, ressource en eau qui a été utilisée, derrière, ça a conduit à arrêter les captages, sources qui ont été fermées, et pour la rivière Capot, ressource d'eau, une fois de plus, dont on ne peut pas se passer parce que c'est 15%, à avoir un traitement spécifique. C'est-à-dire qu'en 1999, effectivement, il y avait de la contamination par la chlordécone de l'eau. Et cette contamination par la chlordécone de l'eau, dans le montage, elle a conduit à des actions d'arrêt d'utilisation de ces sources. Et actuellement, la seule source qui est contaminée, on utilise une source contaminée. Le système, on utilise une source contaminée, on la traite. Alors après, il faut être parfaitement transparent avec vous. Non, mais pour être transparent avec vous, cette surveillance, c'est une station qui donc traite au charbon actif. À la sortie de la station du Lille,
chlordécone qui arrive. Il y a le charbon. Il arrive. Il reste des traces de chlordécone dans l'eau. Des traces. D'accord? Qui sont, alors selon une norme, effectivement, norme française, qui sont largement en dessous du taux de pesticides. C'est pas zéro. C'est pas zéro et c'est pas tout le temps zéro. C'est-à-dire que des fois c'est zéro, c'est que le charbon arrête tout. Parce qu'à l'intérieur de la rivière Capot, ça fluctue, s'il y a plus, s'il n'y a pas plus, etc. C'est un drainage qui est fait. Et il a 98% des éléments où il a besoin de vie. Et dans 2% des cas, il y a des traces de chlordécone qui sont laissées des traces. Ce qui fait, c'est que nous avons senti qu'il y a un monnaie à chaque fois que c'est pour gagner un monnaie qui répond nous. Nous avons senti qu'il y a un monnaie désinvolture et puis beaucoup de mépris en disant ça. C'est pour là pas qu'à prendre un moment de temps véritablement coûter ça mon cadeau, il y a quand des réponses pour le là. C'est-à-dire que quand véritablement directeur de la reste à cadeau comme ça, bon ben on n'y qu'à de l'eau en question qui était reposée, il pas qu'à essayer de faire un monnaie pour même essayer vraiment d'y comprendre nous, etc. Il ne va pas même n'y avoir empathie, il ne va pas même n'y avoir compassion, il n'y a pas ni compassion, c'est-à-dire que et ça qui n'y a ouais, c'est-à-dire que nous pas venir là, c'est pour nous ça plairer. C'est pas plairer nous venir plairer, c'est-à-dire que le peuple a des revendications qui des revendications réelles. Mais c'est des droits et des devoirs également. Mais bien sûr, parce que quand le directeur de la RESC a dit nous comme ça, depuis en 1999, il y a plus ou moins courant qui tenait chlordécone en disant de l'eau, les analyses qui étaient faites, etc. Ça nous constate que de 1999 à aujourd'hui, personne n'est pas en mesure de dire nous, qui travaille, qui fait en ça. Les différents directeurs de la RESC qui passaient à différents moments, qui travaillent, c'est M. Tarafet, pour te dire les Martiniquais comme ça, prends un petit peu de précaution, ça fait de l'eau à pas trop bon, faites attention à ça. Personne ne va dire rien. Pas ni prévention, pas ni rien. Vous avez collé Martiniquais. Oui, mais jusqu'à présent, il a continué de dire bon, c'est analyse et puis résultat seulement qui gagne. Est-ce que ça suffit comme réponse? Mais non, mais ça qui est porté en sécurité par la population. Mais non. Analyse et puis résultat, analyse. Mais non, mais justement, c'est-à-dire que c'est pour la tourner nous dit en bourrique parce que yo ka dit nous comme ça. Bon, c'est des analyses yo qui fait nous, analysant les ça, mais là on commande yo comme ça. Ben autres qui fait analyse, mais si autres qui fait analyse, est-ce que ça au moins peut-être prévoir éventuellement signer un bagage qui ça qui gagne etc. Parce que les boucles la cadou conseil qui fait analyse, mais en même temps il cadou conseil qui fait analyse, il cadou conseil pas ni pescalité moyen etc. Sans encore sans monnaie, il faut pas mal dire nous encore. Ça nous savons c'est que l'air aujourd'hui au lieu qu'il assume une responsabilité de prévenir tous les problèmes de santé qui n'est, l'air reste capable de considérer ça un spectateur. Et c'est pour ça que nous dit nous il prend tout au lien d'idée parce que nous ne pouvons pas arrêter en bas que l'organisme qui est censé préserver, c'est lui qui a gardé qu'on nous-mêmes, il a de bout là qui a gardé et que c'est nous qui n'y a boosté pour dire faut tout faire rôle préventeur pour les Martiniquais vivant en mais en toute manière, ça qui fait de bon matin, peut-être qu'il y a couru sur les médias, que le collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison, que maman a parlé, que maman a exprimé le bagage et que il prend compte de ça, maman a la télé pour le mettre en pratique. C'est jamais ça qui est fait dans les médias. Donc, est-ce que la population pour tomber à dans ça la RSK dit, discours li est-ce que nous pouvons faire ces confiance? Il peut dire ça, il est. Mais ça nous savons, c'est que aujourd'hui, nous venons dire que nous véatifons les sacs qui est fait et que nous pouvons venir si nous constatons qu'il n'est pas rempli au lit. Alors, qu'est-ce qui contribue à la bonne qualité de notre eau, M. Blateau? Alors, l'eau du robinet est certainement la denrée la plus contrôlée de tout ce que l'on peut ingérer. Bon, vous savez, en Martinique, on consomme environ 100 000 m3 d'eau par jour. Et sur ces 110 000 m3 d'eau par jour, on va faire des prélèvements régulièrement au niveau de l'ARS au titre du contrôle sanitaire. Et il se trouve qu'on était même à l'intérieur du parking. On est sorti, on se balade, on attend les camarades. Et là, voilà, tout d'un coup, il y a la police nationale qui s'est mise devant la barrière et qui nous empêche d'entrer à l'Odyssée. On ne sait pas pourquoi. Mais de toute façon, on va entrer. On est obligé de rentrer. Nous allons rentrer. Et ce n'est pas les forces de l'ordre qui vont nous empêcher de rentrer.
ces affirmations, compte tenu notamment d'entretiens que vous avez eu récemment avec les autorités de santé ici? Alors oui, nous sommes allés le 24 octobre, le collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison, à l'ARS. Et là, nous avons été reçus par Monsieur Villiers. Donc nous avons eu un entretien de 2-3 heures. Et là, effectivement, il y a des informations qui nous sont tombées. Donc par rapport de toute façon à la qualité de l'eau. Donc effectivement, ils font des prélèvements en début voilà. Et ensuite, effectivement, cette eau passe dans les canalisations. Sachant que les canalisations sont vieillissantes, donc elles ont plus de 50 ans. Donc il y a des différents pesticides. Il y a aussi du chlordécone et d'autres molécules qui sont infectes à l'eau, de toute façon, qui ne sont pas bonnes pour boire. Et nous, quand on ouvre notre robinet, nous n'avons pas effectivement, on n'a pas de test, et nous buvons cette eau. Donc nous buvons cette eau, nous achetons, nous payons cette eau, et nous empoisonnons nos familles. Donc pour vous, aujourd'hui, le fait de passer voir les 3 familles, c'est tout à fait justifié? C'est tout à fait justifié. Donc on n'est pas là pour rien, ni pour faire du désordre. Effectivement, la police nationale est là pour nous barrer pour l'accès à l'Odyssée. Mais de toute façon, c'est justifié, car nous avons effectivement des droits, et on attend effectivement de l'Odyssée qui respecte nos droits de consommateurs. Merci beaucoup, Guylaine Sabi, donc du collectif Zéro Chlordécone et Zéro Poison. Alors pour l'instant, ici, les membres du collectif et de moi attendent de peut-être pouvoir rencontrer, en tout cas déposer un document au niveau de Odyssey. Mais la situation qui était tendue il y a quelques minutes, quand même, c'est quand même décrispé ici. Des tuyaux exposés aux riverains de Mancapo et une preuve supplémentaire pour ces derniers qui sont vraiment des délaissés de premier plan, eux qui vivent pourtant à proximité des rivières qui alimentent la Martinique en eau potable. Quand j'ai découvert dans les mondes ces tuyaux, un habitant m'a appelé pour venir voir. Je crois que j'ai partagé rapidement avec toute la population pour voir dans quel état sont les tuyaux qui ont été posés depuis 1956. Onesseux avait dit à Luc Multinier lors de l'inauguration de son laboratoire qu'il avait détecté la chlordécone dans son laboratoire en 1991. Pour voir dans quel état sont les tuyaux qui ont été posés depuis 1956. En 1991. 1956, qui devaient être remplacés depuis 1993, qui ne l'ont pas été, sur 2 tranches, sur 7 km. Donc j'estime que c'est un empoisonnement à petit feu. Nous attendons que la population réagisse aussi telle qu'elle. Bon, nous savons que le Mancapo est parfaitement mobilisé là-dessus, mais nous voulons étendre ça sur la Martinique, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans ces conditions. Tout d'abord, une première question, quelle sera la réponse de l'État si les manifestations, les blocages doivent se reproduire ? Écoutez, je crois que la liberté de manifester, elle est essentielle dans notre République. Elle trouve ses limites dans le respect des lois de la République, de l'ordre public, puis surtout dans la liberté des autres. Quand on empêche des gens d'aller faire leurs courses, quand on empêche des gens de travailler, pas seulement des grands groupes d'ailleurs, des petits commerçants aussi, là on touche les lois de la République et ça appelle une réponse d'ordre public. Alors je pourrais vous répondre, il y a des blocages de dépôts pétroliers depuis maintenant plus de 2 semaines en France et il n'y a pas eu d'intervention similaire. Moi je crois qu'on a là une opportunité formidable de sortir par le haut de ce dossier chlordécone. Je crois vraiment que au-delà de ces blocages, ce qui est exprimé, c'est évidemment une inquiétude, une volonté de dépasser. Et il faut que tous ensemble, nous trouvions les moyens de dessiner l'avenir de la Martinique. L'opportunité formidable, on l'a notamment suite aux déclarations du président de la République l'année dernière, qui a quand même reconnu la responsabilité de l'État, qui a reconnu le scandale environnemental. On a le rapport de la commission d'enquête. On a ce plan chlordécone 4 à construire tous ensemble en 2020 et à faire en sorte, et c'est ça que vraiment je voudrais insister, on peut sortir par le haut en dessinant un avenir qui est du zéro chlordécone dans l'alimentation. Les déclarations de le président de la République, elles ont eu lieu, vous l'avez dit, l'année dernière. Depuis, il ne s'est pas passé grand-chose, il faut quand même le reconnaître. En termes de concret sur le terrain, on a des annonces, on a des commissions, on a des lancements d'études, mais concrètement sur le terrain, il ne s'est pas passé grand-chose depuis finalement même 2-3 ans qu'on recommence à parler du dossier. Est-ce que vous comprenez qu'il puisse y avoir à un moment donné une exaspération de certaines personnes qui disent bon maintenant il faudrait peut-être passer à l'action?
Donc encore une fois, il faut savoir se tourner vers l'avenir. Je sais bien que le passé est extrêmement difficile, mais je suis persuadé qu'on peut sortir par le haut de ce sujet. Est-ce que peut-être ce serait pas plus facile de se tourner vers l'avenir s'il n'y avait pas à un moment donné des excuses, un début de réparation? Dans toute l'histoire de la Martinique, il y a eu beaucoup ce genre de choses où on a dit aux gens, certes on vous a fait du mal, mais oubliez, maintenant il faut aller vers l'avenir. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné que ceux qui ont fait des bêtises, quel que soit leur niveau de responsabilité, puissent dire désolé, oui, on a fait des bêtises? Alors, l'année dernière, sur le sol de la Martinique, le président de la République a quand même reconnu cette responsabilité de l'État. Il est clair que si on veut bâtir une solution d'avenir pour la Martinique, il faut que toutes les parties apportent leur contribution, formulent des choses extrêmement concrètes, mais encore une fois, en tant que représentant de l'État, je ne peux que me référer aux paroles du président de la République qui a reconnu cela de façon très claire pour ce qui concerne l'État. La chlordécone, où en est-on? Parce que là, aujourd'hui, on est à place aux actes, c'est-à-dire que pendant plusieurs années, depuis 2008, depuis le premier plan chlordécone, on a l'impression effectivement qu'il y a une littérature immense, très fournie sur le dossier. Nous avons des rapports d'évaluation de ces différents plans. Nous avons ce rapport de la commission d'enquête parlementaire présidée donc par Serge Letchimy. Il en a d'ailleurs parlé. On va l'entendre tout à l'heure nous dire effectivement ses attentes par rapport à ces 49 propositions qui concluent ce rapport. Mais on a aussi l'impression qu'on y va très très lentement et qu'aujourd'hui il y a encore des points sur lesquels nous n'avons pas de réponse. Alors c'est vrai qu'on y va avec prudence. D'abord parce que le sujet est humain. On parle de personnes qui sont malades et on parle d'agriculteurs, on parle de personnes qui résident ici. Donc d'abord le sujet est humain. Et en plus le sujet est marqué par l'incertitude parce que on a du mal à reconstituer tout ce qui s'est passé dans ces décennies 80 et 90. Monsieur le préfet, il y a également des plaintes qui ont été déposées, certaines depuis très longtemps. On peut remonter à 2006 pour l'une de ces plaintes et encore tout récemment. On ne cesse, nous, médias, d'interpeller les autorités judiciaires parisiennes pour savoir où en est donc ce dossier, où en sont ces plaintes, et nous n'avons pas de réponse. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire qu'il y a effectivement un suivi de ce dossier et où est-ce qu'on en est? Alors, je peux vous dire qu'il y a un suivi de ce dossier parce que c'est ce que m'ont dit les autorités judiciaires. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus parce que moi-même, en tant que préfet, je n'ai pas le droit d'appeler juge d'instruction pour savoir où est-ce qu'on en est de l'instruction. Que répondre justement à cette partie de la population? On l'a vu à travers les événements de ces dernières semaines et de ces derniers mois, cette population qui est impatiente et qui a le sentiment qu'il y a de l'immobilisme, qu'on ne leur dit pas tout et qui sont en fait dans l'attente de certaines décisions et qui le manifestent. Et que les pollueurs continuent leur vie de manière impunie. Alors, je dirais que les pollueurs continuent leur vie de manière impunie, vous dites, mais d'abord, le produit il est autorisé par l'État. C'est pour ça que je crois que c'était important de dire que l'État assume malheureusement cette responsabilité qui est engagée. À partir de 90, entre 90 et 93, c'est avec les dérogations. Avec les dérogations. Oui, et puis vous savez comme moi que les Américains avaient arrêté la molécule depuis 76. Et donc on voit bien qu'il y a eu ce que le président avait appelé l'aveuglement collectif. On a utilisé trop longtemps cette molécule. Et donc ça, malheureusement, ça il faut le reconnaître et il faut qu'on puisse réparer au maximum et puis se protéger aujourd'hui des conséquences de ce qu'on peut qualifier d'erreur dans ces années 80 et 90. Pourquoi est-ce que d'un côté on interdit un produit que l'on considère dangereux et toxique, tout en lui accordant un délai de 2 ou 3 ans, ce qui ensuite va être... Alors, il y a une contradiction là. Il y a une contradiction apparente. Et ce délai supplémentaire, il est en général justifié par il y a des stocks, il faut les épuiser. C'est ce que je dis d'ailleurs dans la lettre que j'envoie à ce parlementaire. Utilisons ce délai qui vous est accordé, ce sursis qui vous est accordé pour trouver des produits de substitution qui ne soient pas dangereux. Et notamment cette question à quand le procès des empoisonneurs, les pollueurs doivent payer. C'est une des problématiques qui revient parmi les premières réactions que l'on voit. Et puis également, est-ce que finalement il s'agit d'un acte criminel comme étant génocide par substitution? Voilà, il y a beaucoup de réactions et beaucoup de personnes demandent également que fait l'État justement pour pousser en tout cas la justice à mettre en tout cas les pollueurs devant la justice. J'ai essayé de regarder les autres grands scandales environnementaux ou sanitaires, quelles avaient été les durées de
des procès, parce que je crois que c'est aussi important de se rendre compte que la justice est toujours lente et on a toujours cette impatience. Le sang contaminé, par exemple, alors qui est un sujet très différent, il ne s'agit pas de pollution environnementale, mais il s'agit de transfusion sanguine, mais c'est le premier grand sujet de santé publique qui a été comme ça mis devant les tribunaux. Le sujet apparaît en 91 et se termine dans les tribunaux en 2003. Vous voyez, donc on a une chaîne qui fait une chaîne de 12 ans. Nous, le sujet ici de la chlordécone, il apparaît autour des années 2002. Souvenez-vous de l'apparition. Donc on voit qu'on est encore dans ces horizons de calendrier. Ça n'enlève rien à notre impatience, mais ça montre qu'il n'y a pas un traitement plus lent de la question de la chlordécone par rapport aux autres grands procès historiques qui sont toujours lents, toujours difficiles du fait, comme je le disais, des incertitudes et puis de la patte humaine. Il y a des populations en fait qui sont directement concernées. Ces ouvriers, par exemple, qui ont manipulé le produit, ils sont encore pour certains encore vivants, puisque beaucoup meurent également, et ça il faudrait peut-être rechercher également la cause de leur décès. Qu'est-ce qu'on attend en fait pour pouvoir en fait travailler au moins sur cette partie de la population qui a été directement au contact du produit, savoir pourquoi ils sont décédés et qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui existent. On parle aujourd'hui de fonds d'indemnisation à mettre en place urgemment pour aider ces familles. Elles sont là, elles sont présentes et elles attendent. Alors concrètement, où est-ce qu'on en est de cette indemnisation? Donc le fonds a été créé l'année dernière, donc il avait été annoncé en 2018, il a été créé fin 2019, c'est l'article 70 de la loi du 24 décembre 2019. Et donc, c'est-à-dire que la loi est passée, les parlementaires, les députés, les sénateurs ont voté la création du fonds. Maintenant, pour que après la loi, il faut le décret d'application. Donc le décret d'application, il est au Conseil d'État, donc c'est la dernière étape avant la signature des ministres. Il doit être publié avant la fin du mois d'octobre. Et ensuite, on aura la création d'un guichet ici, en Martinique, pour l'accueil des demandeurs et pour les accompagner à monter leur dossier. Donc sur ce sujet-là, on rentre progressivement dans le concret, et je crois que c'est ça qui est très attendu également. Le problème, c'est que peut-être que le moment viendra où ces personnes sont décédées, puisque le temps passe finalement, et certains déjà sont déjà décédés, puisque on a des lieux, des magazines, des documentaires où ils s'expriment visiblement clairement sur cette question de chlordécone. Ils endossent la responsabilité de cette action, mais malheureusement, ils ne sont plus là pour certains. Parce que l'entreprise qui fournit le pesticide aux producteurs de bananes antillais en détient des stocks très importants. Et le dirigeant de cette entreprise, Yves Ayotte, est un puissant entrepreneur martiniquais dont la famille s'est installée sur l'île au XVIIe siècle. Et il est aussi le président du groupement de producteurs de bananes de Martinique. Et il a le bras long, Yves Ayotte. Pour obtenir une dérogation à l'emploi du chlordécone, il a pratiqué personnellement un lobbying auprès de Jean-Pierre Soisson, un des ministres de l'Agriculture qui ont accordé en tout 2 dérogations. La première fois que nous avons vendu du chlordécone, il était autorisé partout dans le monde entier, y compris les États-Unis. Mais en 1990, c'est interdit en France, et vous arrivez à... Non, on n'a pas interdit en France, on a interdit le chlordécone parce qu'il avait beaucoup de rémanence. Et on a obtenu ici pendant 1 an, je crois, 2 ans après, l'autorisation de s'en servir parce qu'il n'y avait aucun produit pour le remplacer. C'est vous qui avez demandé au gouvernement d'avoir une rallonge Oui, enfin non, c'est moi, c'est les bananiers, c'est tout le monde, c'est toute la profession qui a demandé une rallonge. Je dirais que le fait judiciaire, et c'est un des soucis de la justice de notre pays, c'est la lenteur. On le connaît malheureusement aussi sur nos affaires privées quand on est en justice. Sur ces affaires collectives, où il y a à la fois beaucoup d'humains et beaucoup d'inconnus, c'est particulièrement douloureux d'attendre. Et je le comprends. Mais vous l'entendez à travers les réactions de nos auditeurs à l'instant, et à travers ce qui se passe depuis quelques semaines, qu'il y a à leurs yeux une importance que ce volet judiciaire soit réglé et que ceux dont on a déterminé les responsabilités, qui sont responsables de ça, soient punis. Alors, il y a. C'est ce que cette population veut faire entendre également. Mais je crois qu'on l'a entendu. Je crois que ce message, il est entendu. Je sais aussi que les autorités judiciaires ici essayent de presser les autorités judiciaires à Paris qui sont en charge de l'instruction pour accélérer le dossier. Et quand on dit les responsabilités sont connues, je suis un peu mal à l'aise parce qu'on peut pas dire que le procès médiatique ou le procès de la société civile vaut procès
judiciaire. Donc, on sait qu'il a vendu, on sait qu'il a utilisé, on sait oui, mais on sait aussi qu'il a autorisé. Oui. Et d'abord, c'est l'État qui l'a autorisé. Il y a plusieurs niveaux de responsabilité. C'est l'État qui l'a autorisé, et l'État l'a autorisé, et l'État a reconnu ses responsabilités. Pour l'instant, c'est la seule responsabilité qui est reconnue. Et il a le bras long, Ivayotte. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis effectivement les précédents plans chlordécone, on n'a pas eu le sentiment qu'il y avait quelque chose de concret qui était fait. Je pense que c'est ça, sans doute, que la confiance s'est érodée. Aujourd'hui, la colère a pris la place, en tout cas pour une frange de la population, et qu'il exprime donc à échéance comme ça régulière. Et effectivement, ces débordements donnent en place à des réponses de la justice. Forcément, face à ça, on ne comprend pas. Il y a une forme d'incompréhension et surtout un sentiment d'injustice face à un dossier aussi grave dont d'ailleurs tout le monde s'accorde à dire que c'est un scandale. Et qu'on a l'impression effectivement qu'on prend les choses, mais que c'est la dimension même de la gravité du sujet n'est pas forcément toujours intégrée. Sans vouloir remettre une pièce, on a reçu beaucoup de témoignages de gens qui font part de leur maladie sur leur maladie. On ne sait pas, évidemment, c'est assez compliqué. À quoi ces maladies sont dues, mais en tout cas beaucoup de témoignages. Je suis malade, on m'a retiré la thyroïde, ma grand-mère a travaillé sur une bananeraie, elle en est décédée de cancer généralisé, moi-même j'ai des cancers. Beaucoup de témoignages de souffrance et aussi de manque voilà, cette perte de confiance qu'on entend aujourd'hui, on la voit sur les réseaux, sur des gens qui suivent en tout cas cette émission, mais aussi dans la rue quand on écoute beaucoup les gens, cette perte de confiance dans la parole étatique aujourd'hui, et même au niveau de nos parlementaires on les a entendus hier, qui aujourd'hui se disent parler de mesurettes. On entendait sur ce plan chlordécone, ou en tout cas sur les annonces de Sébastien Lecornu, encore le ministre de l'Outre-mer hier, cette prise de conscience justement de la gravité de la situation qui n'est pas adaptée à la situation. Oui, alors ma question porte aussi bien à monsieur le préfet qu'au monsieur de l'ARS. J'aimerais en toute honnêteté savoir si il n'est pas perceptible par ces deux entités qui représentent le gouvernement l'exaspération de la population qui entraîne bien évidemment les débordements que nous vivons, et savoir si très honnêtement ils sont eux-mêmes, est-ce qu'ils se sentent crédibles dans ce qu'ils avancent, et concrètement c'est un petit peu difficile parce qu'après on peut percevoir ça comme une agression, mais je vais essayer de parler avec mon cœur et en étant respectueuse bien évidemment. Vas-y. Messieurs, autour de la table, je ne vous trouve pas du tout crédible. Je vous trouve hésitant, je vous trouve balbutiant, je vous trouve totalement à côté des enjeux qui nous touchent aujourd'hui. Et malheureusement, c'est pas de votre faute. Parce que ce problème-là, il est arrivé avant vous. Vous ne serez plus directeur de l'ARS, vous ne serez plus préfet de la région Martinique, qu'il persistera ce problème. Donc je trouve que c'est bien de faire des actions de communication, montrer que vous êtes accessible, que vous êtes accessible à la radio, que vous passez sur des médias privés, publics, pour étaler un petit peu tout ce balbutiement. Mais très honnêtement, il n'y a rien de concret. Et tant qu'il n'y aura rien de concret, les débordements populaires persisteront. Et là où je trouve, et là où ça me choque d'autant plus, c'est la rapidité avec laquelle les débordements sont pris en compte, jugés et prétextés de violents et consorts, alors qu'en face, c'est des cercueils et des cimetières assez ouverts qui nous attendent. C'est vraiment un cri du cœur. Moi, je ne vous trouve pas crédible, mais vraiment pas. Et je vous trouve même en situation inconfortable. Ça se ressent sur le son de votre voix. Et je trouve que le gouvernement ne vous donne pas une tâche facile, que vous êtes courageux là de prendre le micro tout en sachant que vous savez que le peuple entend que des salades. Et que c'est le peuple et les acteurs économiques qui restent debout sur place qui vont trouver les solutions. Et malgré tout, comme on vient de l'entendre avec le monsieur qui a 44 plaintes, monsieur, c'est l'histoire de la Martinique, nous faire taire, subir. Voilà, c'est pas une question, c'est un ressenti que j'ai et que je tenais à exprimer parce que ça me fait de la peine de voir monsieur le préfet dans cette posture, ça me fait de la peine de voir la posture du directeur de l'ARS, et je dis de la peine pour ne pas dire de la honte. Et je sais que cette tâche n'est pas facile et qu'à chaque fois que vous entendez le mot chlordécone, vous vous dites dans quel sac de nœuds nous sommes.
Voilà, messieurs, dames. Bonne fin de journée. Nous sommes depuis les années 2000 face à une crise sanitaire majeure parce que c'est à partir de ces années-là que les pathologies ont commencé tout doucement à se révéler sans qu'on comprenne effectivement ce qui se passait. C'est pourquoi en 2007, la SOPAMA a tenu à déposer une plainte contre X en visant notamment toutes les personnes impliquées dans cette affaire contre effectivement cet empoisonnement. Nous demandions effectivement que l'empoisonnement soit retenu, la mise en danger de la vie d'autrui, mais également d'autres délits à l'encontre de ces personnes-là. Il faut savoir que dès que nous avons déposé cette plainte, on nous a fait savoir qu'on allait dépayser l'affaire. Et l'affaire a donc été renvoyée à Paris, où effectivement il y a eu une instruction très très longue. Le juge a mis un temps fou à désigner des experts, qui ont effectivement 2 experts qui ont rendu un rapport qui n'était pas trop concluant, qui effectivement constatait les effets délétères du chlordécone sur la santé, mais qui était un petit peu ambigu s'agissant du lien de causalité avec le chlordécone. Nous avons par la suite continué la procédure, demandé un certain nombre de mises en examen qui n'ont pas été retenues par le juge, et deux autres experts ont été désignés. Je vais essayer d'aller vite pour que l'on comprenne. Après cette deuxième expertise-là, des mémoires ont été déposées pour demander qu'il y ait au moins des mises en examen, compte tenu de ce qu'effectivement, il était maintenant très clair que le chlordécone avait des effets graves sur la santé publique en ce qui concerne les cancers, les maladies neurodégénératives, en ce qui concerne également les bébés, des atteintes graves à la santé d'un certain nombre de personnes. Et donc, nous avons demandé qu'il y ait des mises en examen et notamment que l'on retienne le crime d'empoisonnement. Le juge n'a jamais répondu à nos demandes et a estimé devoir clore le dossier récemment, le 21 février, pour effectivement, plus tard, prononcer un non-lieu, puisque personne n'a été mis en examen, c'est le non-lieu qui sera prononcé, c'est clair. Est-ce qu'on peut revenir après sur cette... Alors, est-ce qu'on peut prendre un autre angle? Parce qu'un non-lieu, j'imagine, c'est ils attaquent un axe bien précis. Maintenant, le problème peut être aussi abordé sous plusieurs facettes. Est-ce qu'il serait possible aujourd'hui de l'aborder, voilà, sous une autre facette pour continuer à reprendre peut-être l'action juridique? Absolument, mais déjà, le non-lieu n'est pas encore prononcé. Étant donné qu'ils ont clos sans mettre en examen, le non-lieu, on suppose on est sûr que le non-lieu sera prononcé. Mais avant que le non-lieu ne soit prononcé, nous avons un délai de 3 mois compté du 21 février pour présenter des observations, pour faire d'autres constitutions de partie civile, pour produire de nouvelles pièces et demander qu'il y ait d'autres investigations. Nous comptons effectivement demander de nouvelles investigations parce que nous ont rejoint effectivement le collectif des ouvriers agricoles. Ce collectif est maintenant déterminé à se constituer partie civile. Nous aurons aussi des ouvriers qui vont constituer partie civile avec effectivement d'autres pièces, d'autres preuves, et nous espérons que avec ces éléments-là, le juge va pouvoir faire une information, une enquête beaucoup plus poussée. Et nous comptons également soutenir qu'il y a des délits qui n'ont pas été retenus par le juge et qui, de toute façon, ne peuvent pas être prescrits parce que la prescription que le juge entend faire valoir ne peut pas être retenue. Nous allons le démontrer dans des mémoires, je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'il s'agit d'un aspect technique du dossier, mais nous comptons bien présenter des observations pour obliger le juge à continuer à informer, à continuer à faire son enquête. Donc ce que je veux dire aux Martiniquais, on fait cette manifestation-là dans le 28 mai pour effectivement faire comprendre aux juges qui est à Paris qu'on est déterminé. Et plus on sera nombreux, plus on sera effectivement organisé, mieux on aura de soutien et plus des élus, des personnes qui ont pignon sur rue font entendre leur voix, le juge prendra en compte ce que nous, avocats, allons déposer comme mémoire, comme requête, pour exiger que l'instruction soit menée de manière beaucoup plus fouillée, de manière beaucoup plus étendue, et qu'on puisse effectivement déterminer les responsabilités dans ces affaires-là. Depuis 2007, nous nous battons pour que la responsabilité d'un certain nombre de personnes soit reconnue. Nous savons qu'il y a des personnes qui ont utilisé ce produit après avoir fait du lobbying pour contraindre des représentants de l'État, pour contraindre des ministres à leur donner des dérogations. Qu'après ces dérogations, il y a eu encore l'utilisation du chlordécone pendant plusieurs années. Donc notre débat, notre combat là, c'est de faire en sorte que ces responsabilités-là soient reconnues. Mais vous avez tout à fait raison, il y a une responsabilité de l'État qui doit effectivement indemniser parce que l'État a encadré et a participé donc à ce crime-là. Donc nous savons que l'État n'est pas responsable pénalement, mais il y a d'autres
actions qui vont être menées. Nous nous battons pour l'indemnisation de tous les Martiniquais. Il ne faut pas croire que c'est une chose facile parce qu'il n'y a pas encore de législation, il n'y a pas encore de texte intervenu sur ça. Et c'est sauf un texte qui concerne le cancer de la prostate, mais avec des conditions tellement strictes qu'il y a peu de chances que certaines personnes soient indemnisées. On se bat pour tout le monde. Et ce combat-là, nous le menons depuis plus de 15 ans. Et on ne va pas lâcher, même si effectivement les gens ont l'impression qu'ils souffrent. Et c'est cette souffrance-là dont nous tenons compte. Et c'est ce combat-là que nous menons. Alors pour la plupart des auditeurs, quand on entend non-lieu, ça sous-entend que le juge a considéré que les preuves n'étaient pas suffisantes, que les liens n'étaient pas assez. En fait, c'est pas ça. Le juge nous dit que l'affaire est prescrite. C'est-à-dire qu'au moment où on déposait la plainte, en 2007, on ne pouvait pas agir. Parce que la dérogation remontait à 1993. Mais en 1993, qui connaissait les dégâts que le chlordécone allait produire? Qui pouvait imaginer? Les premiers effets ont commencé à apparaître dans le milieu de l'année, au tout début, 2002-2003. On a commencé à se poser des questions de santé publique. Au fur et à mesure, en 2004, on a de plus en plus eu la preuve que ça commençait à... Donc on ne pouvait pas agir avant. Et le juge voulait qu'on agisse en 93 avec des dérogations qui étaient clandestines. Ça résulte de dossiers, c'est-à-dire qu'on a donné à des personnes, à des gros planteurs, des dérogations clandestines, non publiques, et marquant dans le document qu'il était interdit de publier ces dérogations. Comment voulez-vous que nous puissions agir? On ne peut pas agir quand les choses sont faites de manière aussi cachée, aussi occulte. Donc on ne peut pas comprendre qu'un juge, au vu d'un tel dossier, nous dise maintenant que c'est prescrit. Et donc on va se battre contre ça. Et on va se battre pour faire reconnaître que les actions que nous avons entreprises ne sont pas prescrites, puisque effectivement nous n'avions connaissance de l'effet délétère sur nous, sur la population martiniquaise, que bien plus tard. Et encore, on constate de plus en plus des effets nocifs. Donc, on ne peut pas être prescrit dans ces conditions-là. Je crois qu'aujourd'hui, il est primordial que nous sachions tous quel taux de chlordécone nous avons dans le sang, parce que de ça, effectivement, découle pas mal de problèmes de santé. Sachons identifier d'où viennent nos maux. Je pense que tous autant que nous sommes, nous avons ces dernières années vu autour de nous des personnes souffrir de cancer, prostate, cancer du sein, on a l'endométriose qui est galopante, il y a énormément de maux, sauf que si en parallèle nous n'allons pas nous faire tester, nous ne pouvons pas ramener ce facteur dans tout ce qui nous arrive. Donc oui, nous vous appelons à ça. C'est Bekeya qui poisonne tout le peuple et puis Donc le premier blocage à Océanis qu'on a fait le 23 novembre, moi j'avais remarqué que ma story, généralement je fais toujours des stories que j'enregistre après à la une. J'ai remarqué que ma story commençait beaucoup plus tard que ce que j'avais filmé à la base. Je me suis dit c'est peut-être un bug d'Instagram. Et quand il y a eu les arrestations, l'arrestation de Charlie notamment, on était à la gendarmerie du François et que Medjar Mani sort et qu'il nous dit qu'il aura besoin en fait de preuves que quand les gendarmes nous ont attaqués, on n'était pas du tout en train de les attaquer nous et qu'on était là pacifiquement. Et c'est quand il me dit ça que je retourne en fait dans ma story parce que je sais que j'ai filmé les moments où on était en train de chanter Tiens nous blindés, on était simplement, et en plus qu'on était coincés parce qu'il y avait le rideau métallique derrière nous. Ces vidéos-là spécifiquement ont disparu de mon téléphone. Non seulement elles ont disparu de ma story Instagram qui était à la une, elles ont disparu de mes archives Instagram aussi et elles ont disparu de mon téléphone carrément. Donc avant ça, on pourrait appeler la théorie du complot si on veut, mais avant ça je n'ai jamais eu ce genre de problème-là. Et c'est quand même ouf que parmi tout ce que j'ai filmé, ces éléments-là dont l'avocat avait besoin spécifiquement qui ont disparu de mon téléphone. J'ai jamais eu ce genre de problème de disparition, c'est jamais arrivé avant. Donc on peut appeler ça comme on veut, mais je trouve quand même ça assez fou ce qui nous arrive. Ce qui se passe actuellement est un petit peu plus, je dirais pas plus rude, mais un peu plus particulier. Parce que c'est la première fois que les jeunes se rendent compte qu'ils sont dans une situation de désespoir. On ne va pas nous dire oui, vous savez, il faut rester tranquille, il ne faut pas agir, c'est pas possible. Nous sommes dans une situation telle que les jeunes, même les jeunes, les moins jeunes, les adultes, nous sommes obligés de réagir parce qu'il y va de notre survie. Et face à cela, face à l'État français, dont le pouvoir est dans le pouvoir, le bras armé et la justice, nous sommes obligés de nous rebeller, seulement de résister. Et ce qui se passe actuellement est particulier parce que pour la première fois,
il s'agit de la survie. Alors nous luttions avant pour la souveraineté, nous demandions à être libres, à être indépendants, nous demandions le droit à l'expression, le droit à être nous-mêmes, le droit à la dignité. Tout ça n'est pas passé. Nous demandons tout cela. Mais par-dessus tout cela, il y a un problème de survie de notre population. Il y a une atteinte massive à notre dignité. Et le combat que mènent les jeunes est un combat noble. Il faut qu'ils le sachent. Mais il faut qu'ils sachent aussi que la répression sera féroce. Et la répression va s'exprimer dans les tribunaux. La répression va s'exprimer avec les gendarmes. Parce que ces gens-là, ils sont au service des blancs créoles et des blancs en général. Parce que nous sommes dans une société particulièrement en danger, puisque nous vivons non seulement un génocide par le chlordécone, parce qu'il y a véritablement une collusion entre l'État français, et on peut le dire, il y a une collusion entre l'État français représenté par les blancs de France, les leucodermes, et les blancs d'ici, les blancs dits créoles, dits béquets. Ces blancs-là sont tout à fait en harmonie pour faire disparaître la population par le chlordécone, mais aussi par le remplacement de population, ce qu'ils appellent le génocide par substitution. Je suis sûre que jamais aucune génération n'a été autant concernée que la vôtre par ce fameux génocide par substitution. On le touche quasiment du doigt. Nos enfants sont plus que jamais conscients. Avant, il n'y avait pas une telle conscience. On n'avait pas les yeux aussi ouverts. Plus que jamais conscients qu'ils seront quasiment éjectés de chez eux. Empoisonnés et éjectés parce qu'on a 50% de Martiniquais qui sont au chômage, même si effectivement le taux de chômage atteint un peu, avoisine les 20-21%. Mais les jeunes Martiniquais sont à 50% au chômage. Donc un chômage massif, un empoisonnement massif et quelque chose de terrible est en train de se jouer. Donc je dis aux jeunes qui sont en train de chercher à se défendre, parce qu'il ne s'agit pas du tout chez nous d'agression. C'est une défense. Quand on fait un boycott, on dit on se défend contre ces groupes béquets, et singulièrement Bernard Ayotte qui prétend qu'il n'a pas été agriculteur, mais qui a été parfaitement en harmonie avec toutes ces sociétés agricoles et a fait partie et a bénéficié de tout ça. Eh bien, quand on fait des boycotts, quand on agit, quand les jeunes le font, ils le font parce qu'ils défendent leur droit à la vie. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il faut que les jeunes restent fermes parce qu'ils vont avoir quoi en face d'eux? Ils vont avoir l'État français et les béquets. Et ils sont puissants, puisqu'ils peuvent nous empoisonner, ils peuvent nous empêcher de travailler, ils peuvent nous obliger pour travailler à aller en France. Donc ils sont très forts. C'est légal? Est-ce que c'est normal en fait un tel dispositif? Arrêter des manifestants. On voit que par exemple à Océanis, déjà en novembre, il y avait près de 300-400 gendarmes, ça nous avait déjà choqués. Et là en fait on voit que c'est le même dispositif mais sur plusieurs endroits en même temps. On sent vraiment qu'il y a une volonté en fait d'attraper les militants, de les enfermer. Est-ce que Il faut savoir une chose. Dans la lutte que vous menez, vous aurez contre vous l'État français. L'État français, c'est quoi? C'est les forces armées. Ils ont envoyé l'armée. C'est les forces de police. C'est les forces de gendarmerie. Et ce sont les tribunaux. Les tribunaux. Tout ça, c'est la même chose. Vous avez observé que la plupart des gendarmes sont blancs. Vous imaginez, on vous attrape. C'est un des blancs qui vous attrape. Ils vous emmènent au tribunal. Qui c'est qui vous juge? Ce sont des blancs. Vous êtes jugés par des gens exogènes à vous, pas des Martiniquais. Et ces gens-là sont au service des béquets. On ne condamne pas les béquets pour les Noirs. On peut condamner les béquets peut-être, mais on ne les condamne pas pour les Noirs. On les protège. L'État français chouchoute les béquets. L'État français protège les béquets. Ils vont aller mettre des gendarmes autour de leur plantation pour les protéger parce qu'ils savent que l'ordre est injuste. Ils savent que ce sont des tortionnaires. Ils savent que ces gens-là ont fait tellement de choses qu'ils mériteraient effectivement d'être sanctionnés. Donc ils les protègent. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce qu'ils les protègent? Mais pour garantir que notre pays va rester encore sous domination. Parce que ce sont eux qui donnent des garanties à la France que nous allons rester encore sous domination, que nous allons rester leurs choses, leurs possessions. Parce que ces gens-là ne nous considèrent pas comme des êtres humains. Ce sont des possessions françaises. Au même titre qu'ils disent outre-mer, nos territoires d'outre-mer, donc nos possessions d'outre-mer, nos biens, nous ne sommes pas des gens pour eux. Donc ils vont protéger
protéger ceux qu'ils considèrent être des humains, c'est-à-dire les blancs créoles. À 14h, lorsque plusieurs centaines de manifestants se voient refuser l'accès à l'enceinte du palais. Dans ce dossier, nous voyons là cette volonté maintenue de l'État à travers ses institutions judiciaires, à travers ses magistrats, de chercher à intimider les militants anti-chlordécone je dirais, en déployant toute forme de répression. Il faut que ces instances sachent que les militants anti-chlordécone ne se laisseront pas impressionner. Voilà. Vous venez voir de vous-même, on est obligé de se mettre en sécurité avec les policiers, en sécurité du policiers, du lancement de projectiles. Donc nous sommes réfugiés derrière les forces de l'ordre. Voilà. Donc il n'y a pas de blessés, les forces de l'ordre qui maintiennent les gens à distance. On y va à trois, on fait un pli, on fait un assaut, on va à l'autre, on sécurise, on y va tous les trois. Tu t'es prêt? D'accord. On fait un assaut, on court à l'angle, les clés donnent les clés à ce stade. On fait un assaut. J'ai des grenades. On fait un assaut. J'ouvre, alors, je vous explique. J'ouvre, je fais un assaut à l'angle. J'ouvre, je regarde, je dis que c'est clair. Il est où le capitaine? Voilà, donc je vous disais que derrière, il y a tout l'état-major de commandement ici, au niveau de la rue B, Le Cornu. Il y a un copain qui me dit que la date était mal choisie. Le 13 janvier, c'est quand commençaient les événements de 1974, les événements où on a tué des ouvriers agricoles, parce qu'ils disaient déjà qu'ils ne voulaient pas travailler avec le Q-Lone. Ils ne savaient pas encore que c'était aussi dangereux, mais ils avaient constaté qu'ils tombaient malades. Et dans le moment de grève, c'était l'une des revendications qu'on arrête le Q-Lone, en fait, qui est un autre nom du chlordécone. Et bien, c'est aujourd'hui le chlordécone qui nous a empoisonnés, qui est responsable de tout ça encore. Regardez près de la station, il y a encore des étincelles, c'est ce qui m'inquiète un peu. Hein. Depuis ce midi, il lance des balles lacrymogènes qui tombent près de la station. Ouais. Mais oui, j'ai vu ça. Ouais, j'ai vu ça. Moi, regardez, alors, des petits, mais c'est vraiment un exemple des bagailles qui étaient tombé. Ça, c'est des bagailles que nous recevons. Alors, il y a l'autre bagaille en bas qui était à terre, que nous avons ouais, comme si c'était roche. Ça, il dit que c'est un bagaille que vous pouvez viser en l'école. C'est flashball. Nous ni on sait qui recevait ça en TT et grâce aux ancêtres qui étaient là et puis nous, qui toujours là et puis nous, eh bien ils recevent en bras. Parce que vérité c'est que les gens qui visaient, c'est TT qui visaient. Et femme qui s'est là, c'est Tchèque en fait. Nous avons encore camarades qui reçoivent ça en Fidji, en bouche. Ça on y éclate, bouche. Ces bagailles, ça, ils pas pour viser en Fidji. Alors, je dis ça pour qui? C'est pas pour me choquer, dire. C'est pas ça en fait. Moi, je que Pep Martinique réalisé, qui ça qui a continué faire, parce que ça pas nouveau. Ces bagailles, ça pas nouveau. Pep Martinique, maman, papa, c'est cousin, cousine, tante. Zot pas qu'à faire comme si zot pas qu'à ouais. Zot pas qu'à faire comme si zot pas qu'à attendre. Zot pas qu'à faire comme si rien pas qu'à faire en pays ta. Parce que là, nous ni des forces coloniales qui a voyé militaires, c'est des camions militaires. Zot qu'à ouais les images, zot déjà ouais les images là. Silence zot. C'est un choix. Le fait d'y pas dire rien, c'est que vous avez fait un choix.
notre plateau. Je précise, Kathleen, que nous avons également souhaité donner la parole aux activistes, mais ils ont refusé de venir sur ce plateau. Et d'ailleurs, sur le terrain même, très difficile d'avoir des réactions. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais juste préciser qu'effectivement, on voit qu'il y a une forme d'agressivité vis-à-vis des médias. On l'a vu à l'instant dans certains propos tenus, mais nous, on tient quand même à permettre à ces personnes de pouvoir s'exprimer. Ils ont décliné l'invitation, mais on en parle quand même, bien sûr. Totalement. Des responsables, les déclarations à la presse sont prohibées. Les motivations de ces frondeurs de nouveaux genres parfois surprenants. Une interrogation est sur toutes les lèvres. Mais qu'est-ce qui habite cette nouvelle race de militants? Oui, ils contrôlent totalement. On voit bien qu'ils contrôlent, peu importe ce qui se passe, ils vont toujours donner une information qui ira dans le sens. Martine Première, c'est France Télévisions, ATV, on sait très bien que ce sont des gens qui sont sponsorisés par les béquets aussi. Il suffit juste de regarder pour regarder les pubs, quelles pubs passent. Donc non, on ne peut absolument pas faire confiance du tout aux journalistes, aux médias martiniquais. Je pense que le journalisme est mort en Martinique le jour où Ali Kerr est mort. Donc les émissions de Martine Première ou d'ATV, elles sont sponsorisées par qui? Souvent, ce sont les mêmes en fait. C'est Contact Entreprise, c'est Carrefour, c'est et je me souviens que quand ATV était un peu en faillite, je crois, il y a quand même Parfait qui a fait un don de 60 000 € pour dire qu'il le faisait pour la publicité. Donc ça a quand même son importance, c'est-à-dire que nous, on est en train de se battre contre la surconsommation. On a des chaînes de télévision qui sont sponsorisées pour justement inciter les Martiniquais à surconsommer. Donc ce sont forcément des gens qui ne vont jamais aller dans notre sens et on ne peut pas leur faire confiance. On a eu l'exemple flagrant le 13 janvier où Martine Première a totalement inventé une histoire. Des militants anti-chlordécone, un pesticide qui a durablement pollué les Antilles, ont bloqué l'accès au tribunal correctionnel, où devait se tenir le procès sous haute tension de 7 militants. Une audience à laquelle les 7 prévenus n'ont pas pu assister puisqu'ils étaient à l'extérieur avec leur soutien. Une fois sur place, seule une 60aine d'entre eux, la capacité maximum de la salle, a pu accéder à la salle du tribunal. Les choses ont ensuite dégénéré. Certains manifestants ont tenté de pénétrer à l'intérieur de force. Les forces de l'ordre postées sur place ont fait usage de gaz lacrymogènes à leur encontre. C'est quand ils ont été pris sur le fait, en fait, où nous on les a dénoncés, qu'ils ont modifié leur article dans la nuit, vers minuit, mais on est à l'heure d'internet, donc les screenshots sont vite arrivés. Et je me demande en fait si on n'avait pas fait ça, les gars auraient gardé l'article tel quel et le mensonge, ce même mensonge-là, en fait, qui a été perpétué après dans l'article 20 minutes, dans tous le point, etc. Donc il faut quand même que notre vérité soit dite, il faut quand même que notre voix soit exprimée et c'est pour ça en fait qu'on crée nos propres médias. Ça complexe pas la violence coloniale parce qu'il y a plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est effectivement que depuis que nous arrivons les blocages là, nous clairement confrontés à des l'État en fait qui a venu protéger des colonisateurs. Donc même manière que yo ka placé koyo qui côté yo pas jamais devant centre commercial yo en l'entour ils considèrent vraiment yo c'est les gardes du corps d'un monument que faut pas brûler. C'est comme si yo là ka chambé l'Élysée ba yo en fait. C'est comme si les centres commerciaux là c'est en institution en fait, ça devient une institution. Donc ça déjà, il y a une première violence là qu'on arrive et que c'est des mouns. Et puis on l'a pour qui blanc en fait, on l'a pour moun blanc qui a vu fait l'autorité déjà on est là pour. C'est-à-dire que l'autorité on est la question de la peau qui a divisé nous. C'est-à-dire que on doit venir faire correction. Les corrections. Et puis d'autres bagailles là qui n'y a les affaires de violence coloniale là, c'est qu'effectivement il y a pas qu'à c'était pas tout en fait. Et en les blocages là, ça commence rematcher, c'est que y a tenu en système de division, c'est-à-dire qu'il y a séparer les noms blancs et les femmes blancs. Pour créer les noms blancs en sentiment d'impuissance. Et ben les femmes là ont un sentiment que yo peut machin là yo en fait. Donc des marches vraiment devenir éteindre toute humanité en dit encore. Et ça qui a justifié que
yo est une humanité en dit encore, c'est parce que yo ni en la peau blanc en fait. Et ça c'est vraiment ça qui est assez présent. Là je dis il y a encore plus de monde que nous pas jamais où on la vie nous. C'est-à-dire que nous avons bloqué je dis la galerie qui yo jamais que nous pas qu'à annoncer encore. Là, ils ont décidé on est toutes ces centres commerciaux là. Chaque semaine, l'hélicoptère qui vient avec nous. Chaque semaine, plusieurs fois dans la même journée. Et il y a un silence en fait de l'État dans les baguettes là. Donc ça a bien venu prouver que le système là qui nourrit c'est Béchia et que Béchia qui nourrit le système là. C'est une espèce de welto que vous avez fait en l'air nous. Et qui a finalement venu répondre que nous c'est vraiment colonie en fait. Voir, les jeunes n'ont pas arrêté leur résistance parce que des magistrats ont décidé et même s'il y a eu des communications disant qu'il n'y aurait pas eu de procès, d'autres qu'il ne fallait pas se mobiliser, qu'il ne fallait pas venir, ils sont là comme d'habitude, pacifistes, sans que la police n'est pas là pour envoyer des gaz lacrymogènes. En général, il n'y a pas de réaction et ça se passe bien. Voilà, donc il leur reste deux avocats, Maître Usulé et Maître Monotuka, qui est résistant parce que lui, il était là dès le départ. C'est celui qu'on appelle toujours dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une garde à vue. Et lui, il ne se pose pas des questions. Dès qu'il y a quelqu'un en garde à vue, on peut appeler Maître Monotuka. Cet avocat est toujours disponible pour toutes les résistances. Donc, il serait bien de faire une caisse solidaire pour ces avocats qui sont solidaires, comme Maître Monotuka. Jeudi à 3 juin, nous militons contre Martinique. Nous voulons pas la justice. Nous procèdons. Les 7 militants qui ont provoqué. Nous voulons laisser notre Martinique ça. Quand les militants vont présenter Golé en tant qu'accusé. Parce que c'est pas eux qui l'ont accusé. C'est Béchia qui est accusé. C'est l'État français qui est accusé. Quand c'est eux qui ont empoisonné nous. Nous venons ici à présenter comme nous en tant que défenseurs des droits humains. Défenseurs des pauvres orphelins. Car nous sommes la justice. On représente l'homme. Nous conscients. Dit devoir nous. Nous conscients des missions nous. Nous conscients aussi. Nous venons ici à vous dire que nous nous venons ici à revendiquer liberté nous, souveraineté nous, dans tous les sens du terme. Alors, nous allons faire mon cas là. Que nous ne pouvons jamais baisser les bras. Nous ne pouvons vivre dans la honte. Quand on va dire faut-il vivre dans la honte, nous allons dire non. Faut-il vivre sans honneur? Non. Nous sommes des êtres humains, on a des droits. Tout le temps, ils vont emprisonner nous. Et c'est même mon cas là qui tue. Combien de monde pendant le confinement? Combien de monde pendant le confinement il a tué? Il a été nazi, bon gros monde. Et moi, j'ai fait que nous là pour eux aussi. Ah non, c'est un mépris qu'on envoie un conseil et qu'on ne le signale pas de manière formelle. Par conséquent, nous allons venir aujourd'hui pour demander de manière formelle au président du tribunal un jour de renvoi, une date, parce qu'on nous a laissé dans le flou et aujourd'hui on veut savoir quand il y aura ce renvoi. Et c'est pour ça que nous, ce qui compte pour nous, c'est d'être là avec le peuple. Maintenant, tout ce qui tourne autour, on laisse à ceux qui aiment
procès et qui nous pas fait nous pas carrier, eh bien, yo là, yo et puis nous, et c'est ça qui est important pour nous, c'est peuple là. Après, tout ça qui est autour, vous parlez ça. Merci. C'est la première fois qu'un tribunal est fermé, alors que 7 prévenus sont convoqués pour être jugés. Et aujourd'hui, ils arrivent avec leur avocat et le tribunal est fermé. Tout un symbole. Tout un symbole. Au lieu de faire venir ceux qui ont empoisonné la terre martiniquaise, le cas fermé tribunal là, Yopé. Nous avons rencontré à l'instant monsieur le procureur de la République pour obtenir 2 dates. Une date pour la comparution des 7 prévenus. Il nous a indiqué qu'il ne peut pas nous donner de date parce qu'il faut que le président du tribunal soit là. Regardez les coups. Il saigne. Il saigne. Il saigne. Oh! Ça a été filmé. Auprès du commissariat de Fort-de-France, il y a du monde. C'est très calme. Vous voyez, il y a des jeunes partout qui sont venus en solidarité avec le jeune Kezia qui a été blessé par les gendarmes hier soir, hospitalisé. Et les gendarmes sont venus le chercher à 3 h du matin, selon sa mère. Et il a été ramené au commissariat. Donc il est à l'intérieur avec toutes ces douleurs d'une côte qui serait peut-être cassée. Avec la tête, avec une blessure à la tête. Il était sous perfusion à la Ménard. Et hier soir, les gendarmes, les policiers, les gendarmes l'ont pris et ramené. Donc selon sa mère, il serait dans une cellule. Alors tous les autres jeunes qui étaient en garde à vue, qui ont été emmenés au tribunal ce matin, sont repartis libres. Il n'y a que ce garçon qui est blessé, qui a été blessé à la tête. Vous avez dû voir les vidéos sur Facebook hier soir. Alors là, c'est Bonne Guadeloupe. Bonne Guadeloupe venu porter la solidarité. Exact. Là, c'est normal hein, parce que le tribunal nous en fait ne pas oublier que nous pas arriver dans la puissance. Et nous pas voir l'homme on a fait. Ça nous dit l'homme plus les regardez bien tout ça. Un sujet de manière fictive, de manière virtuelle. Nous toujours choqués de toute situation qui nous. Alors bien sûr, important de montrer l'exemple. C'est-à-dire avant pour dire qu'à chaque situation va choquer nous, et qu'à choquer nous de plus en plus. En fait, s'il va choquer nous, il va choquer nous de plus en plus. C'est tout ça que nous pouvons faire. C'est comment que c'est en situation. On n'est jamais levé pour faire ce cas ici. C'est réellement. C'est qu'on ne peut pas accepter. Nous-mêmes, nous ne pas compris sans cette là. C'est normal que nous ne ça qui va nous là. C'est qu'on puisse. Merci pour solidarité. Je ne vous décris pas l'émotion qu'il y a de voir le gamin sortir parce qu'on suppose que ce qu'il a subi c'était très dur. La maman de Kezia qui arrive, la maman de Kezia en bleu, qui va enfin voir son fils. Nous toute la vidéo à Kezia, un jeune diplômé, qui a joué tambour et qu'elle a la battre sauvagement. Nous vont au commissariat parce qu'elle était bêtisier aussi.
Nouvelle vidéo assez bouga traverser bouteille de l'eau en laissant bouga pour nettoyer la terre alors que même que nous Guadeloupe nous pas de l'eau. Bouga pas obligé de là bouga sont diplômés bouga une vie bouga une famille comme nous toutes mais encore nous fallait débuter qui concerne nous toutes Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, toutes les colonies françaises. Alors tout ça qui paye le 27 à 9h. Nous soutiens Kezia. Bouga paye tout seul, qui ni Loulou, qui ni Esaïe, qui ni d'autres encore, désolé si j'oublie. Mais toujours est-il qu'il faut passer Bouga tout seul. Tout ça qui paye parce que ça venait de mon pas, le travail, le petit monde, les différents. Mais tout ça qui paye. Le 27 à 9h matin, tribunal de Fort-de-France. Pour nous montrer ces Bouga qu'il n'y a pas tout seul. Et surtout, pour nous montrer l'oppresseur qui n'est pas qu'à faire ça. Bonjour, c'est Joël Jacoulé. Le 27 août, je serai à Fort-de-France, devant le tribunal, en soutien de Kezia. Nous réclamons justice pour Kezia. Demain, rendez-vous important à ne pas rater devant le palais de justice en Martinique. Soyez nombreux. Nous étions nombreux à réclamer la vérité et la justice pour Adama, pour tous, devant ce palais de justice. C'est un lieu symbolique. Donc, à votre tour de démontrer un rapport de force, d'être nombreux. Quand on réclame la justice pour Kezia, vous réclamez la justice pour tous. La justice pour vous, la justice pour toutes les causes que vous défendez. La justice contre les violences policières et contre toutes ces injustices-là. Donc demain, c'est un rendez-vous important à ne pas rater. C'est un rapport de force que nous devons et que vous devez démontrer demain devant ce lieu symbolique au palais de justice en Martinique. Justice pour tous. Yes, madame. Moi, Kabosdea. Demain, rendez-vous au tribunal de Fort-de-France pour le procès de Kezia. Demain, 27 août. Si vous avez battu le chien, demain, nous avons demandé justice pour Kezia. 27 août, tribunal Fort-de-France. Boum. Ça y est les amis, les camions de Babylone arrivent. Ça y est. Déjà, vous voyez. Voilà. Ils ont débarqué leur sac de lacrymogène, leur sac de grenades. Voilà le tribunal de Fort-de-France ce matin, c'est ça. J'ai pas compté, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 camions. 9 fourgons. Déjà garé devant le tribunal. Il y a une suspension de séance actuellement. Bon, le procès, je prends des notes, je vais vous raconter. Je vais écrire un article. Voilà, d'ailleurs. Je vais vous raconter au début de l'audience, les avocats, Maître Youssulé, Maître Lodéon et Maître Monotuka n'ont pas mâché leurs mots. Ils ont bien fait ressentir le mépris colonial. Même si le président essaie de les arrêter, ils ont continué à dire ce qu'ils avaient à dire. Ils se sont imposés comme avocats de la défense, qui est leur rôle, et ils ont fait comprendre que le procureur, c'est lui qui aurait dû porter plainte avant Kezia. Parce qu'il y avait une vidéo qui montre les violences et qui enregistre les propos racistes. Voilà. Là, d'ailleurs, il y a beaucoup de monde et les gens chantent. Tuez-moi, 7 packs à mort. Voilà, c'est ce qu'on chante. Et certaines personnes aussi qui sont à l'intérieur chantent un petit peu aussi. Voilà, ils chantent eux aussi, voilà. Alors un petit détail, quand on est sorti, Maître Youssulé a été approché par quelques personnes qui étaient à l'intérieur, dans le public, qui étaient choquées de voir que la présidente, la représentante du parquet ne regardait pas les avocats, elle avait toujours les yeux baissés, ça les a choqués. Pour eux, c'est encore un signe de mépris qu'elle ne regarde même pas les avocats quand ils plaident. Voilà, ils ont fait remarquer, plusieurs personnes sont venues, j'ai entendu dire à Maître Youssulé qu'il faudrait dire à la présidente qu'il était quand même normal qu'elle regarde les gens qui lui parlent. Voilà. Donc, à tout à l'heure. Le procès des militants anti-chlordécone a débuté ce matin. Procès émaillé par de nombreuses suspensions de séance. Peu avant 16h, ce sont même les avocats de la défense qui ont quitté la salle, estimant qu'ils ne pouvaient pas défendre correctement leurs clients. Pour autant, le procès ne s'est pas arrêté. On retrouve Franck Zozor sur place. Image, François Marlin.
Les avocats des militants anti-chlordécone quittant le palais de justice en pleine audience. Il est environ 15h30. Quelques minutes plus tôt, ils demandaient au président de renvoyer le procès, estimant qu'il manquait une pièce au dossier, un procès verbal de fin d'audition, et que sans cette pièce, ils ne pouvaient défendre leur client. C'est absurde de continuer ce procès sans avocat, sans accusé, sans personne à l'intérieur, pas de contradictoire, constatant que manifestement le dossier qui nous a été donné n'est pas complet, et de manière encore plus absurde, mais il doit y avoir une raison pour justifier cela. Kezia, l'affaire a été renvoyée le 9 novembre, donc il pouvait renvoyer. Surtout que Kezia est poursuivi pour les mêmes faits qu'eux. Il n'y a aucune raison. Alors que cherche-t-on? Ma question est la suivante. Y a-t-il de justice à la Martinique? Un procès qui a donc débuté ce matin peu avant 10h. Sur le banc des accusés, 3 jeunes hommes. Le 4e étant malade n'a pas pu venir ce matin à l'audience. 3 jeunes hommes, donc 2 Martiniquais et un 3e d'origine métropolitaine. La justice leur reproche pour certains d'avoir commis des violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Pour d'autres, d'avoir tenté d'incendier un véhicule de police ou encore des dégradations de biens publics. Le procès qui, je vous le disais, a donc repris en l'absence des prévenus et des avocats, se poursuit actuellement. Il y a le visionnage des événements, donc des vidéos qui ont été filmées par les policiers. C'était donc, je vous le rappelle, le 15 mai dernier. Merci beaucoup Franck Zozor. Vous l'avez compris, donc le sort de 3 militants anti-chlordécone est suspendu à une décision de justice aujourd'hui. Le procès de Kezia, le 4e jeune, poursuivi pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, a lui été renvoyé donc au 9 novembre. Dès 8h30, ils sont déjà nombreux à quitter la maison des syndicats pour se rendre au palais de justice. Un cortège en rouge, vert, noir, bien sûr, à l'appel de plusieurs associations et d'organisations de travailleurs, afin de soutenir les jeunes poursuivis après la soirée agitée du 16 juillet dernier à Fort-de-France. Il s'agit donc de montrer aux accusés qu'ils ont le soutien de la rue, mais pas seulement. Faire comprendre au système français, enfin, à l'État français, on va dire ça comme ça, il y a des gens qui ouvrent les yeux, qui se réveillent, qui essaient de s'en sortir en fait, de s'en soigner. Pour donner la force et aussi d'être présente, pour moi c'est important. Montrer que la jeunesse est là et on soutient tout le monde. Toutes générations confondues, plusieurs centaines de personnes se retrouvent ainsi face à un palais de justice très bien gardé, avec une porte d'entrée renforcée pour l'occasion. Les militants sont venus dire et chanter leur indignation face à une justice qui n'hésite pas à poursuivre de jeunes Martiniquais, tandis que les responsables identifiés du scandale chlordécone n'ont de leur côté jamais été inquiétés. Je me bats aujourd'hui pour ma fille, pour qu'elle puisse avoir des grossesses normales, mener une vie normale demain, sans avoir à craindre d'enfanter, chose tout à fait normale pour tout le monde, sauf pour nous en Martinique, empoisonnés par le chlordécone. Je suis ici parce que ce n'est pas normal que ce soit nos jeunes, nos frères, qui se battent pour ça, qui soient devant la justice. Je suis là pour que les criminels, l'État français qui a participé à tout ça, puissent prendre ses responsabilités et enfin reconnaître et aussi dédommager. Au son des tambours bellets, les militants demandent donc toujours que ceux qu'ils appellent les empoisonneurs béquets soient traduits en justice aux côtés de l'État français qualifié de complice. Ils réclament enfin de lourdes condamnations pour les auteurs de violences policières. Alors, en fait, ces moments-là, pour qu'on les comprenne que nous n'avons un réel problème de société. Nous devons ça à la France qui a créé le palais de justice, mais qui en réalité, c'est un palais de l'injustice. Tout le monde sait que ni des années, ni l'année, nous avons martelé qu'il y a un problème au niveau de la qualité des décisions de justice. C'est de ça que nous avons parlé, la qualité des décisions de justice. Parce que il y a toujours une relation de cause à effet. C'est-à-dire que si ni moun ka manifesté, si ni moun ka réagi, c'est parce que forcément, soit la négociation a échoué, soit la discussion a échoué, et que l'autorité qui est lui-même en charge de respecter l'humanité, nous, de œuvrer pour respecter droit nous, eh ben c'est lui qui a opprimé nous, c'est lui qui a méprisé nous, c'est lui qui n'a pas entendre la cause de ces mounans. Alors,
Vous savez, il y a un problème terre volée que nous avons défendu depuis longtemps. Il y a un problème la nature humaine, enfin, le problème l'humain, puisque ça fait violence policière, nous laissons ça depuis des années. Bon, vous avez parlé aussi du crash là, le crash avec les 152 victimes. Eh bien, c'est pas même tribunal là qui a prononcé non-lieu, qui a dans Claude Déconne, qui a dans crash là, qui dans les violences policières, nous avons recommandé ça qui a fonctionné. Donc là, il y a besoin encore une fois prouver que faut faire un exemple. Donc ils ont mis une stratégie en place pour sanctionner sévèrement ces camarades là, pour éteindre justement vent de révolte là. Mais bon, en fait, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est mon qui a critiqué les réseaux sociaux, qui a parlé, qui a dit comme il faut comprendre que demain matin, ils même pas à l'abri. Parce que en fait, le système là a attaqué à tout le monde qui a opposé quand il y a. Donc peut-être aujourd'hui ça va aller bien bas. Et puis demain matin, vous pouvez les réclamer, vous pouvez les demander droit comme et puis vous pouvez passer dans l'autre camp, vous pouvez basculer. Parce que, eh bien, vous pouvez estimer qu'on va venir trop téméraire. Et plus nous avons bassé mon là, pied en l'air nous, c'est plus nous avons dansé en l'air nous. Et pas seulement, les gens disent nous, c'est pas nous seulement, nous ni tiche qui venir, nous pas qu'à penser à ça. Nous avons raisonner à très court terme, alors qu'il faut nous projeter comme nous dans 10-20 ans. Donc, nous ni des gens là qui là, aux ordres. Il faut sanctionner les militants. Et qui militants? C'est des militants qui ont réclamé justice parce que nous avons bien vu que toute procédure, en fait, toute procédure judiciaire, ils parlent en justice. Et ben c'est à bon droit que c'est mon nom qui a résisté à l'oppression parce que ça prévu dans notre propre système le droit à la résistance à l'oppression. Mais pièce journaliste parler au vent table ronde, nous là se dit ça les problématiques de justice là. Parce que je me rappelle que nous sommes en association. Il y a un moment nous avons dénoncé le problème de justice là. C'était le moment rêvé d'ouvrir un table ronde avec les différents protagonistes et puis pour nous expliquer pourquoi eh bien, les droits humains piétinés. Mais ils n'ont pas les faits, ils n'ont pas contenté simplement de faire des, on va dire, des analyses sporadiques des bails à court terme alors qu'il y a un débat de fond qui méritait ouvert. Donc je vais appeler le peuple martinique à intensifier, justement, je vais répéter encore une fois, et démultiplier les actes de résistance à l'oppression. C'est le moment pour nous redoubler d'action, pour nous faire ces gens à respecter l'humanité. C'est ça pour nous faire et rien d'autre. Très rapidement, à l'occasion de nos plaidoiries, j'ai fait remarquer le problème de fond dans ce dossier, à savoir le racisme institutionnel dont les Noirs sont les victimes dans le cadre de l'ordonnancement juridique français. Les conseils des partis civils n'ont pas contesté cette évidence, bien au contraire, ils ont reconnu qu'en effet, nous souffrons de cette institution raciste française. Lorsque, au plus haut lieu de l'État français, la décision est prise de nous empoisonner en toute connaissance de cause, c'est un crime. On peut aller plus loin, c'est un assassinat parce qu'ils savent exactement ce qu'ils font et ils choisissent leur cible. Et c'est nous la cible. Lorsque cette même volonté criminelle organise les magistrats pour protéger les empoisonneurs, nous sommes encore confrontés à la même violence institutionnelle, une violence raciste, je rappelle. Lorsque, par ailleurs, ces mêmes responsables institutionnels, au plus haut lieu, décident d'utiliser cet outil que constituent les forces du désordre, les policiers, les gendarmes, pour agresser notre population, pour agresser nos jeunes, pour agresser les victimes de cet empoisonnement. Et bien là encore, nous sommes confrontés à la violence raciste institutionnelle. Et lorsque aujourd'hui, dans le cadre de cette procédure, on se retrouve au tribunal, vous ne serez pas étonné si je vous dis qu'en fait que les 3 juges étaient des blancs. C'est sûr, c'est sûr. Croyez bien que ce n'est pas un hasard statistique. C'est un principe organisationnel de l'instance judiciaire
en Martinique, en Guadeloupe aussi, vous le devinez, et ailleurs, là où il y a les Noirs. Lorsque, à plusieurs reprises, les conseils des prévenus font constater que ce que le procureur, dans le cadre de cette procédure, est en train de faire à l'audience, à travers son discours, à travers sa posture, à travers ses gestes à notre égard, n'est pas acceptable. Lorsque nous faisons la démonstration que cette procédure souffre de multiples illégalités, notamment que des pièces sont manquantes. En tous les cas, nous constatons que cette procédure, la copie qu'on nous a remise, était complète ou sinon, en toute la cause, à minima, n'est pas conforme à la légalité et que par conséquent, le tribunal doit tirer toutes les conclusions légales à ce sujet et qu'on nous refuse ça. Et bien là encore, nous sommes confrontés à ce processus institutionnel de racialisation et de déshumanisation des Noirs. Là, aujourd'hui, depuis ce matin, nous n'avons vécu que ça, que ça, que ça. Et dernière en date, il y a à peu près 30 minutes, on fait valoir cette illégalité, nous déposons des conclusions disant que nullité, tirer toutes les conclusions en fait, de cette absence en fait, de pièces, en tous les cas, que la procédure est viciée. Les conseils des parties civiles reconnaissent l'objectivité de notre demande, que nos demandes sont bien fondées et par conséquent consentent à ce que le tribunal tire toutes les conséquences du égard en fait à la qualité désastreuse en fait de ce dossier. Et bien le tribunal, malgré l'évidence, refuse. Et il était clair qu'à ce stade, nous ne pouvions en fait que constater la rupture définitive. Et c'est pour cette raison que nous l'avions annoncé avant même que le tribunal ne parte pour rendre sa décision suite à notre dépôt de conclusion de nullité. Nous lui avons dit, il n'est pas question qu'on soit violé une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Nous avons assez. Et le tribunal est revenu et fébrile, mais déterminé à continuer à contester les droits les plus élémentaires en fait de la défense et nous a dit, eh bien, le tribunal joint l'incident au fond. Autrement dit, au fond de quoi? En tous les cas, à ce moment-là, nous avons fait ce que nous avions annoncé. Nous avons pris des conclusions pour faire constater que eh bien, les droits de la défense les plus élémentaires n'étaient pas respectés par ce tribunal. Nous avons remis ces conclusions et nous avons quitté l'audience avec les clients, conformément à la volonté des clients, en adéquation avec la volonté de leur conseil, devant ce mépris, devant cette violence, devant cette détermination en fait à continuer à protéger l'injustice. Et cette injustice que nous subissons, comprenez bien, elle n'est pas propre à la Martinique. Là où les Noirs se trouvent dans l'espace français, eh bien cette injustice est appliquée, nous la subissons. Adama, Kessia, les milliers d'empoisonnés au cœur des cônes, les 3 autres prévenus, Loulou, Denzel et Isaïe, aujourd'hui. Et nous-mêmes, là, c'est une violence que l'on vient de subir là. On nous a encore une fois refusé la justice. Et donc, par conséquent, nous disons que cette justice, nous la connaissons, ils la connaissent. Nous prenons acte en fait qu'ils nous la refusent, ils continuent à nous la refuser. Nous prenons acte par conséquent
que c'est à nous à la réaliser. Et nous allons continuer à construire les conditions nécessaires pour que cette justice advienne en Martinique, mais pas seulement en Martinique, parce que vous le savez très bien, à l'heure actuelle, eh bien, cette volonté de justice des Noirs, elle est intercontinentale, elle est déterminée. Yeah, BBS en est hotman, pas qu'à faire comme un plus tard. Yo, la kachou et moi, ils ont même pas de goût pour ça. Depuis la cour d'école, de robinet console. Ici le corps déconne, c'est la faute au chlordécone. Clic, 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 clic. Contaminé est mon île. Ayotte, as-tu pensé à ma fille? Oh chut, maman. Clic, 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 clic. Cocha. Combien de nous perdent la vie? 12 ans pour 2-3 kilos coquine. Mais fait criminel carrété libre. Depuis longtemps que tout ça la qu'a fait. Et c'est gros dirigeants là, yo même j'en connais. Yo parlez trop et tout ça pas trop net. Yo rentré l'Elysée, yo caché mes manettes. Mon interrogation pour yo fait ça permettre. Yo diffusé poison annonçant tout en fait. Pendant le temps là, yo toute la carte dans ses capes. Chou Albert, chou Annette. Yo des complices, man de Lisette. Nèg de maison qu'a metté yo en mette. Ayotte, de Lucie, de Rénal, il est plein d'autres. Attends, faut pas oublier des pointes. Ichou, Ichman, Isot, contaminé mais c'est en l'aide nous yo porte plainte. Allez prier ben en prête. Qui lui même qu'a metté ti fille enceinte. Est-ce que à présent la manie Déjà trop tard, nous j'ai condamné mais j'suis baillé va. Et puis état, j'allais pousser chez la paix d'être là. Stop, Django, lui meilleur à la Rambo. Ou qu'a trouvé sa réglo, puis champagne qui vraie de l'eau. Ah, clic, 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 clic. Contaminé est mon île. Ayotte, as-tu pensé à ma fille? Oh chut, maman. Clic, 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 clic. Cocha. Combien de nous perdent la vie? 12 ans pour 2-3 kilos coquine. Mais fait criminel carrété libre. Axel, Charlie, Christian, Kevin Lulu, Tilulu, Volko, toutes ces rebelles là. Non.